Notre gars s'est fait canarder, transformé en véritable passoire humaine par son ennemi juré. Mais au lieu de passer l'arme à gauche, il se réveille dans le passé, le jour même du lancement d'un jeu de réalité virtuelle révolutionnaire. Armé de la mémoire encyclopédique d'un maître voleur, son avantage en début de partie est absolument abusé. Il porte à lui seul une sublime beauté blonde, et son crush aux cheveux roses à travers un donjon de niveau expert impossible, les laissant dans un état de choc total, devant ses compétences de haut niveau. Notre héros commence fort en logeant une balle en plein cœur d'un parrain de la mafia nommé Bosco. Avant même que le type n'ait le temps de toucher le sol, ses gardes fidèles se mettent à hurler son nom en panique et, immédiatement, transforment notre gars en passoire humaine sous une pluie de balles. Il s'écroule au sol, mais notre héros lâche un dernier tacle philosophique, faisant remarquer que toute l'immense fortune et la gloire de Bosco n'ont pas pu lui acheter une vie supplémentaire. Face à un moins que rien. Intérieurement, il remercie ses parents pour cette chance de pouvoir enfin les venger. Amèrement, il maudit l'univers pour sa poisse légendaire et refuse d'accepter ce destin injuste. Alors que sa vision sombre dans le néant, soudain ses yeux s'ouvrent d'un coup. Il se redresse brusquement dans son lit comme s'il sortait d'un cauchemar en haute définition. Il inspecte son corps frénétiquement, complètement perdu. Comment a-t-il pu survivre après s'être fait assassiner par les gardes de son ennemi juré, Kyosu? En jetant un œil autour de cette chambre familière, il comprend enfin. Il a voyagé dans le temps, retour direct à ses années de lycée. La télé hurle une publicité pour Conviction, un tout nouveau jeu d'immersion totale, un jeu de réalité virtuelle holographique en phase de bêta ouverte. En voyant la pub, notre héros réalise qu'il a remonté le temps jusqu'au moment précis où ce jeu révolutionnaire a été lancé. Attrapant une vieille photo de famille sur son bureau, il repense à ses parents. À l'époque, ils avaient fait une fortune colossale dans le commerce des métaux poloniens. Et en ouvrant une entreprise de raffinage prospère, malheureusement, leur immense richesse a attiré les yeux avides de Chaosu et de son impitoyable groupe Century. À cause de trahisons absolument ignobles de la part d'amis et de parents proches, l'entreprise de son père a été réduite à néant. La faillite a poussé son père à s'empoisonner et sa mère a succombé au chagrin. Notre héros admet que son ancien lui n'était qu'un petit prétentieux paresseux qui gâchait ses journées à ne rien faire. Se retrouvant sans aucune issue, il avait choisi la solution radicale, emmener Chaosu dans sa tombe. Mais maintenant, en regardant ses mains, il réalise que l'univers lui a offert un bouton de réinitialisation géant. Il jure de protéger sa famille cette fois-ci. Notre gars sait que Conviction n'est pas qu'un simple jeu, mais un second monde révolutionnaire où les méga-corporations, y compris le groupe Century de Tao, finiront par bâtir leurs empires. Dans sa vie précédente, il était un maître voleur de niveau 180. En vérifiant son téléphone, il confirme qu'on est le 25 juillet, exactement 7 jours après le lancement du jeu. Comme les meilleurs joueurs ne tournent qu'autour du niveau 5, il sait que sa connaissance encyclopédique du futur va lui permettre de les rattraper sans même transpirer. En raclant ses dernières économies, il parvient à s'acheter un casque de réalité virtuelle basique. En glissant le masque sur son visage, il déclare avec assurance que, malgré sa semaine de retard sur les autres, il va écraser la concurrence et atteindre le sommet absolu du serveur. Le système démarre et l'invite à choisir une faction. Ignorant la faction de la lumière loyaliste de l'Empire du Sud, la sombre faction maléfique des démons et des morts vivants, et la tribu neutre des géants, il sélectionne l'Empire de Greenland, tout comme dans sa vie antérieure. Connaissant chaque quête et chaque astuce cachée pour la classe de voleurs-danseurs de l'ombre, il valide son choix pour maximiser l'avantage de sa réincarnation. Nommant son personnage Nirvana Flame, il apparaît enfin dans la cité bouillonnante de Carol City, entouré d'une foule immense de joueurs de la première heure. Il respire cet air numérique et savoure son grand retour. En ouvrant sa fenêtre de statut, il répartit soigneusement ses points d'attribut de départ, notant avec suffisance qu'il ne répétera pas son erreur passée d'avoir gâché. Sa distribution de statistiques ait perdu son temps de progression. Il se dirige vers le point de téléportation de la ville. Il ignore royalement un joueur qui tente de vendre une dague, basique de rang blanc pour 2 pièces de cuivre. Notre héros se rappelle être tombé exactement dans ce piège dans sa vie précédente, et il sait qu'il peut simplement utiliser la téléportation gratuite pour rejoindre une ville, où la même arme ne coûte qu'une seule pièce de cuivre. Au lieu de ça, son attention se porte sur un paladin de niveau 3 qui essaie de refourguer un livre de compétences de furtivité. Pour 6 pièces de cuivre. Les joueurs aux alentours se plaignent de ce prix exorbitant, mais notre héros sait que la furtivité est la compétence la plus vitale de tout le début de partie. Pour un voleur, il en a désespérément besoin pour piller un coffre au trésor bien précis dans une zone de monstres de haut niveau, ce qui boostera radicalement sa montée en niveau. S'approchant du paladin, notre héros lui propose nonchalamment de le débarrasser du livre gratuitement en échange. Il promet de lui révéler un lieu de farm secret où le gars pourra récolter plus d'une douzaine de ses livres de compétences rares chaque jour. Le paladin jette un œil au statut de niveau 0 de notre héros et lui dit immédiatement d'aller se faire voir, se moquant de l'audace d'un bleu qui ose quémander du butin gratuit. Sans se démonter, notre héros commence à réciter les coordonnées géographiques exactes des sorciers Merlocks à Linktown, énumérant précisément 22, 385, suivi de 21, 338 et 23, 329. La mâchoire du paladin en tombe presque par terre alors qu'il se demande sérieusement comment un tout nouveau joueur peut connaître des coordonnées de cartes de haut niveau aussi précises. Décidant que le gain potentiel vaut bien le coup de poker, le paladin lui remet le précieux livre de compétences. Notre héros accepte l'échange avec plaisir et lâche une dernière info d'initié en disant au paladin que ces mêmes monstres. Le paladin est tellement surexcité par ce tuyau qu'il active sa téléportation sur le champ
promettant avec enthousiasme d'envoyer tout butin bonus directement dans la boîte de réception de notre héros. La compétence de furtivité enfin apprise, notre gars se dit que cette capacité le rendra bien plus difficile à repérer, même si les ennemis de haut niveau pourraient encore le griller. Il active sa téléportation gratuite et débarque instantanément dans la zone des chats sauvages. Le coin est infesté de félins agressifs allant du niveau 2 au niveau 5. Comme il est totalement sans défense au niveau 0, s'approcher d'eux, c'est la mort assurée. Mais il se rassure en se disant qu'il n'a absolument ni point d'expérience, ni équipement à perdre s'il se fait massacrer. Repérant un coffre en argent caché tout en haut d'un arbre voisin, il remarque que personne ne l'a encore ouvert car l'endroit est bien trop risqué pour les joueurs actuels. Il active alors sa toute nouvelle compétence de discrétion qui ne lui offre pour l'instant que 2 maigres minutes d'invisibilité et esquive les fauves qui rôdent avec brio pour atteindre l'arbre et grimper agilement le long du tronc. Arrivé au coffre en argent, il lance le déverrouillage. Une barre de progression apparaît, l'obligeant à rester de marbre et parfaitement immobile, tandis qu'une meute de chats sauvages enragés tourne en rond juste en dessous de lui. Après 27 secondes interminables à retenir son souffle, le coffre finit par s'ouvrir. Notre héros fouille à l'intérieur et en tire un précieux grimoire de compétences. C'est la frappe vitale, une attaque dévastatrice qui inflige 150 points de dégâts bonus. Lorsqu'elle touche un point faible, son temps de recharge est de 30 secondes. Serrant son précieux butin contre lui, notre héros sourit et déclare avec assurance que son ascension fulgurante commence. Dès maintenant, il rayonne de fierté, sachant que cette compétence de rang supérieur, la frappe vitale, va diviser par 2 son temps de farm au début du jeu. Le système confirme l'apprentissage de la technique, juste au moment où sa furtivité prend fin brusquement, le laissant à découvert face aux chats sauvages affamés. Mais loin de paniquer, il saute de l'arbre pour atterrir pile au milieu de la meute enragée. Il les remercie avec ironie d'avoir gardé son trésor et accepte avec joie sa fin, violente et poilue. Alors qu'il s'évapore en particules numériques, il explique que d'ordinaire, mourir signifie perdre de l'expérience et de l'équipement, mais qu'au niveau 0, on n'a strictement rien à perdre. Le système annonce sa mort et lui retire un simple gant en guise de pénalité, avant de le renvoyer vers la ville la plus proche. De retour dans la zone de sécurité, il se dit avec un air suffisant que ce voyage rapide, gratuit et super pratique pour gagner du temps. C'est le lancement de la phase 2 de son grand plan d'entraînement. Il file à travers la ville à la recherche d'argent facile. La prochaine étape nécessite 20 pièces de cuivre. Comme il n'en a que 10 en poche, il va falloir se bouger. Il va voir Hunter Claus. Pour accepter une quête, ramener 20 crânes de rats géants gris argentés. Puis, il va voir un fermier et accepte de zigouiller 50 de ses nuisibles. Une fois ses quêtes en poche, il rend visite à l'apothicaire. Le PNJ mentionne avoir entendu parler d'un jeune homme serviable et lui demande de récolter des ingrédients pour des potions. Un sourire en coin, il savoure son propre génie. Notre héros repère cette quête cachée consistant à collecter 21 queues de rats. Elle ne se débloque qu'en acceptant les 2 premières simultanément, un secret que lui seul connaît, là, bas, dans la zone des rats de niveau 1. Il teste sa nouvelle frappe vitale sur un rongeur géant, infligeant d'énormes coups critiques de 21 et 32 points de dégâts. Impressionné par cette puissance brute, il s'empare rapidement de son crâne et de sa queue. Contre toute attente, le rat lâche aussi une paire de jambières en cuir rigide, gris-blanc. Elles offrent 4 points de défense à n'importe quel guerrier, sachant qu'elles rapporteront quelques pièces de cuivre à l'hôtel des ventes. Il passe l'heure suivante à massacrer joyeusement des rats jusqu'à ce que son journal de quête soit plein. En allant toucher ses récompenses auprès des 3 PNJ en ville, il empoche la coquette somme de 400 pièces de cuivre. Et 3 potions de soins instantanés. Surpris de voir que la quête cachée offrait carrément des objets de soins. Il dépose les jambières en cuir à l'hôtel des ventes et file d'un pas décidé vers l'armurerie. Le proprio se vante d'avoir les meilleures armes du coin, mais notre gars va droit au but. Il réclame une arbalète de niveau 0 avec des statistiques d'attaque et une cadence de tir bien précise. Pour moins de 40 pièces de cuivre, le marchand lui propose une petite arbalète puissante pour 35 pièces. Sa cadence de tir de base est de 8, mais un mode triple tir intégré la fait grimper à 15. Capable de toucher facilement des cibles à 30 mètres, notre héros pose 44 pièces de cuivre pour l'acheter. En plus d'un stock hallucinant de 9000 carreaux de piètre qualité. Il laisse derrière lui le marchand tout frétillant, qui souhaite bon voyage à son estimé client. Équipé de la tête aux pieds, il fonce direct vers la zone des buffles sauvages de niveau 8, comme le jeu impose une pénalité de niveau drastique tous les 5 niveaux. Les meilleurs joueurs actuels ne peuvent même pas égratigner ces bêtes, et encore moins leur chef de meute d'élite. Mais armé de sa connaissance du futur, notre petit niveau 0 est on ne peut plus confiant. Arrivé aux coordonnées 567, 528, 192, il repère le chef des Buffles. Se plaçant parfaitement à portée, il lâche un triple tir, profitant de l'énorme écart de niveau. Son coup critique n'inflige qu'un dérisoire petit point de dégâts à la bête. Face à ses 300 points de vie intacts, il sourit en coin, sachant que ses 9000 carreaux finiront par faire le boulot. Le buffle enragé charge alors. Mais notre héros est bien à l'abri, perché sur un rocher précis, et il se moque ouvertement de l'animal furieux. Il explique que cet endroit précis est un bug de terrain bien connu dans sa vie passée. Pendant les 3 heures suivantes, il transforme sans relâche le pauvre buffle en pelote d'épingle. Après avoir vidé près de 4000 carreaux, il porte enfin le coup de grâce. Le système récompense cet exploit interniveau par un bonus d'expérience délirant de 10 à 8%, ce qui le fait bondir instantanément au niveau 2. En fouillant l'énorme carcasse à un taux misérable de 0,1%. Sachant que les armes de bronze ont 20% de puissance d'attaque en plus et une statistique bonus, il estime que ce butin de niveau 5 vaut au moins 3 pièces d'argent.
Il décide donc d'aller l'identifier. Soudain, une notification l'alerte que ses jambières viennent de se vendre pour 8 pièces de cuivre. Juste après, son communicateur sonne, c'est un appel de Pierre de Feu. Le paladin est littéralement en train de chialer de joie, il n'arrête pas d'appeler notre héros son maître. Il lui annonce avec enthousiasme avoir déniché 2 livres de compétences de furtivité aux coordonnées indiquées. Il s'inquiète que notre gars ait fait une énorme perte lors de leur échange. Balayant ça d'un revers de main, notre héros lui rappelle simplement de lui envoyer tout ce qui touche à la vision nocturne, et toutes les compétences de perception qu'il pourra trouver. Quand le paladin tout excité demande comment un joueur de niveau 0 connaît un coin aussi stratégique, notre héros ment avec aplomb en disant qu'il a supprimé un ancien personnage de haut niveau. Gobant tout sans hésiter, le paladin le supplie de lui filer un guide pour le donjon. Du sorcier Murloc, avouant que son équipe n'arrête pas de crever et de perdre son équipement. Flairant un bon filon, notre gars propose un guide complet non négociable pour 2 pièces d'argent. Ravi, le paladin accepte d'essayer de convaincre son capitaine de passer à la caisse. Après avoir raccroché, notre héros entre tranquillement dans Tracktown pour faire expertiser sa nouvelle dague. Le PNJ lui réclame 10 pièces de cuivre. Comme les frais d'expertise sont de 5% du prix de rachat, notre héros fait le calcul et réalise que sa dague vaut au moins 12 pièces d'argent sur le marché, il paye donc la somme. Les statistiques sont révélées, une dague en corne de bronze de niveau 0, avec 10 à 8 de puissance d'attaque et un bonus de 5 en force. Choqué par ces chiffres absurdes, il comprend que cette arme frappe presque 2 fois plus fort qu'une dague standard. Serrant son nouveau trésor brillant, il déclare d'un air suffisant. Cet énorme boost de puissance le rendra complètement invincible en début de partie. En faisant l'inventaire de son nouvel arsenal, notre héros réalise que même s'il frappe comme un sourd, avec frappe vitale et furtivité, il a actuellement la défense et l'endurance d'une feuille, de papier toilette mouillé. Pour survivre au premier combat, les voleurs comptent généralement sur l'alchimie ou les compétences de bandage pour garder leur santé au maximum. Comme ses poches sont étonnamment pleines de fric, il choisit d'acheter sa survie à la place. En passant à la boutique de médecine locale, il prend une pile d'objets de récupération, ainsi que 2 potions de respiration aquatique de base. Décidant d'apprendre la compétence de bandage de combat plus tard, il arrive au lac Randall. Il trouve la zone absolument envahie d'aventuriers de bas niveau, se battant férocement pour chaque monstre qui apparaît. Sachant que les zones sauvages sont en gros d'énormes groupes de discussions toxiques, prêtes à exploser en violence à la moindre dispute pour du butin, il active sa furtivité pour éviter tout ce drame. Son itinéraire l'oblige à se faufiler directement à travers le village très peuplé des hommes-poissons. Soudain, une annonce globale du serveur clignote devant ses yeux, déclarant qu'une guilde massive monopolise officiellement la zone et exigeant agressivement que tous les joueurs solo quittent les lieux. Reconnaissant leur tactique, arrogante et oppressante de sa vie passée, notre héros se souvient avec amertume. Comment ils ont passé des mois à lui pourrir la vie. Il se promet de leur servir une bonne dose de karma plus tard et commence à ramper dans le village. Malheureusement, le temps de sa furtivité expire maladroitement en plein milieu d'un territoire hostile. Une explosion de feu le frappe violemment dans le dos, lui brûlant une bonne partie de sa santé. En se retournant, il aperçoit un mage élémentaire de niveau 3 qui annonce d'un air crâneur que les joueurs solos sont strictement interdits, et invite chaleureusement notre héros à aller se faire voir ailleurs immédiatement. Réalisant qu'il vient de tomber sur un membre de la guilde Triomphe, notre gars soupèse ses options. Les mages sont notoirement allergiques au combat au corps à corps, et comme fuir ne fait absolument pas partie de son style, il décide de passer à l'offensive. Sachant que l'explosion de flamme du mage prend 2 secondes interminables à s'incanter. Notre héros fonce agressivement droit dans l'espace personnel du gars. Le mage est complètement sidéré par l'audace pure de ce voleur, qui le charge de front, et il balance frénétiquement un autre sort de feu ardent. Encaissant le coup, notre gars descend simplement une potion de récupération instantanée basique. En pleine course, étrange impitoyablement ce lanceur de sorts si fragile. Pris de panique, le mage tente de le repousser, absolument certain qu'infragile. Voleur de niveau 2 doit être à l'article de la mort maintenant, tout en hurlant sur la stupidité de défier. La puissante guilde triomphe. Le mage prépare une dernière boule de feu mortel. Notre héros ignore totalement le monologue dramatique de méchant et active frappe vitale, et efface brutalement la barre de vie restante du mage. S'évaporant en poussière numérique, le mage agonisant se demande frénétiquement comment un joueur solo de bas niveau peut-il se payer des potions de soins instantanées. Mais notre héros remarque juste avec désinvolture que le bâton de bronze lâché par le gars se vendra à un très bon prix sur le marché. Réalisant que les camarades du mage mort sont sur le point de lui tomber dessus. Comme des frelons en colère, notre gars prend immédiatement la fuite. La guilde Triomphe le repère près du lac et se lance agressivement à sa poursuite. L'un d'eux saute dramatiquement dans les airs avec une attaque d'épée linéaire. Mais notre héros esquive facilement le coup, laissant l'assaillant se remettre sérieusement en question sur sa propre vitesse de combat. Approchant du bord de l'eau, notre gars avale sa potion de respiration aquatique. Les membres de la guilde s'époumonnent furieusement pour l'empêcher de sauter. Mais notre gars leur lance juste un sourire effronté, esquive sans effort leurs attaques mal coordonnées, et fait un plongeon magnifique dans le lac. Resté planté là, maladroitement sur le rivage, la meute furieuse réalise qu'aucun d'entre eux n'a pensé à acheter de potions de respiration aquatique, et ils sont forcés d'abandonner la poursuite. Pendant ce temps, le mage fraîchement réapparu jure furieusement de se venger, gravant à jamais le nom. Il nage jusqu'au fond du lac et s'empare d'une perle de répulsion d'eau du pêcheur. Cet objet spécial confère 30 minutes de respiration sous l'eau, lui évitant d'avoir à acheter des potions coûteuses à l'avenir. Cependant, son tour d'honneur est violemment interrompu lorsqu'une lance à 3 têtes manque de le transformer en brochette,
Il réalise qu'il a nagé par accident droit dans un nid d'hommes-poissons de haut niveau, et qu'il n'a absolument aucune chance de survivre à un combat ici-bas. Mais, par un magnifique coup du sort, l'organisation Triumphant Gold décide de lancer un raid sur le village des hommes-poissons à la surface. Attirant instantanément tous les agrasses aquatiques loin de lui, notre héros remercie sincèrement ses ennemis, qui ne se doutent de rien, pour cette destruction tombant à point nommé, et nage tranquillement vers un lieu sûr. En crevant la surface de l'eau, il arrive sur l'île cachée de Heart Lake. En s'ébrouant, il repère immédiatement une fille aux cheveux roses qui ne lui est pas inconnue. Son cœur fait un bond en reconnaissant Yao Yao, sa coéquipière mage des mots sacrés de sa vie antérieure. Se rappelant qu'ils ont partagé une sacrée histoire à l'époque, il met joyeusement ses retrouvailles précoces sur le compte du destin. La pauvre fille est actuellement acculée par 3 monstres agressifs, et on dirait bien qu'elle s'apprête à résilier son abonnement à la vie. En voyant notre héros sortir de l'eau, elle craint d'abord qu'il ne s'en prenne à elle. Mais au lieu de ça, il bondit directement dans la mêlée en déchaînant une rafale de frappes vitales. Comprenant vite la situation, Yao Yao lance de puissants jugements sacrés, et à eux deux, ils n'ont fait qu'une bouchée du trio de monstres en un clin d'œil. Elle le remercie chaleureusement de l'avoir sauvé. Il lui décoche un sourire charmeur, balayant ça d'un revers de main comme si ce n'était rien, et se présente sous le nom de Nirvana Flame. En entendant sa voix et son nom, elle écarquille les yeux, se demandant secrètement s'il n'est pas ce fameux garçon nommé Neon qu'elle connaît dans le monde réel. Chassant cette idée, elle se présente formellement, et lui envoie aussitôt une demande d'ami, impatiente de remercier dignement son sauveur. En acceptant la demande, il lui demande nonchalamment ce qui l'amène sur une île aussi isolée. Elle explique qu'elle est en train de farmer des sacs d'araignées d'eau, tandis qu'il note qu'ils chassent justement les mêmes insectes pour obtenir du fil de soie. Réalisant que leurs objectifs coïncident parfaitement, ils forment un groupe. Pour montrer son immense gratitude, elle dépose 12 fils de soie de grande valeur directement dans son inventaire, insistant sur le fait que ces objets lui sont totalement inutiles et que cela en vaut largement la peine pour éviter la lourde pénalité d'une mort numérique. Mais avant qu'ils ne puissent fêter convenablement leur nouveau partenariat, un énorme seigneur araignée d'eau apparaît dans la zone, menaçant de casser totalement l'ambiance. Yao Yao panique à la vue de ce boss de classe leader, mais notre héros reste d'un calme olympien. Il lui ordonne de reculer et attire rapidement l'araignée géante sur lui. Esquivant les attaques à la perfection, il garde la grosse bestiole distraite. Elle envoie alors ses frappes sacrées les plus puissantes à distance en toute sécurité, tandis qu'il enchaîne ses lourdes frappes vitales complétées par son artillerie magique à elle. Ils font littéralement fondre la barre de vie du boss avec une efficacité terrifiante. Debout devant le seigneur araignée fraîchement vaincu, Yao Yao est totalement déconcertée. Elle n'arrive pas à comprendre comment leur coordination au combat peut être aussi fluide. Bien qu'ils viennent tout juste de se rencontrer, ils se battent avec le rythme parfait d'un duo de vétérans, qui se soutiennent mutuellement depuis des années. Le fixant avec une admiration totale, elle finit par lui demander pourquoi quelqu'un avec un niveau aussi incroyable s'obstine à jouer complètement seul. Il hausse les épaules, avouant qu'il est simplement habitué à farmer en solo. Sentant une occasion en or de recruter une superstar, elle s'empresse de l'inviter à rejoindre le prochain raid de son équipe dans le donjon de la forêt desséchée, réputé pour sa difficulté. Notre héros entre directement dans le vif du sujet, en demandant à Yao Yao les statistiques des guerriers protecteurs de son groupe. Elle annonce fièrement qu'ils ont 2 tanks avec 53 de défense et 230 points de vie. Notre gars la remet aussitôt à sa place en déclarant froidement que c'est loin d'être suffisant. Il explique que le boss du donjon de niveau 3, le roi Drive, est un monstre de rang sous-chef avec 2% de chance de coup critique. Si la défense d'un tank est inférieure à 60, il est assuré de se faire one-shot et de finir en flaque numérique. Et les soigneurs ne pourront absolument pas suivre la cadence. Yao Yao est totalement déconcertée, se demandant comment il peut connaître les mécaniques cachées du boss. Mais elle admet que son équipe se prépare depuis des jours et qu'il est hors de question de faire marche arrière. Atteindre 60 de défense nécessite un équipement en bronze extrêmement rare, ce qui est presque impossible pour le moment. Avec un petit sourire en coin, notre héros propose nonchalamment la solution miracle. Il demande à diriger le raid en comptant sur ses compétences hors du commun. Elle promet de faire tout son possible pour convaincre son groupe, changeant de sujet pour parler du boss l'araignée morte. Yao Yao utilise sa compétence d'identification sur le butin obtenu. Le système révèle une paire de gantelettes en soie de rang bronze exclusivement pour les mages, et remplie de bonus de défense et de mana. Notre gars les lui lance avec aisance, déclarant qu'ils lui vont à merveille. Surprise, elle lui demande ce qu'il gagne dans cet échange. Il ramasse joyeusement les loots de soie rares et un tout nouveau livre de compétences de voleur pour assassinat. Tout excitée, elle serre ses nouveaux gantelets contre elle, ravie de ce butin colossal. Pile au bon moment, une annonce générale sur tout le serveur prévient que le jeu va s'arrêter, dans 3 minutes. Après avoir échangé des adieux chaleureux, ils se déconnectent tous les deux pour la journée, de retour dans sa chambre, dans le monde réel. Notre héros remarque que c'est déjà le lendemain matin, alors que sa progression numérique est en pause. Il réalise que son corps physique a actuellement la solidité d'un carton mouillé, et qu'il a désespérément besoin d'entraînement s'il compte survivre aux hommes de main de Chalsou dans la vraie vie. Il sort courir pour son jogging matinal, mais sa séance est brutalement interrompue, quand il manque de se faire écraser par un camion arrivant à toute sa magnifique voisine de classe. Elle le réprimande sévèrement pour avoir été aussi imprudent, et s'éloigne d'un pas décidé pour aller chercher la trousse de secours dans sa voiture. En la regardant, le monologue intérieur de notre héros touche une corde sensible liée à sa vie passée. Sa timidité maladive l'empêchait d'avouer ses sentiments à la jeune femme. Pire encore, parce qu'elle était liée à lui,
l'entreprise impitoyable de Chaosu s'en est prise à elle, la poussant vers une grave dépression nerveuse. De retour avec la trousse de soins, elle pense soigneusement ses égratignures, lui hurlant d'arrêter d'être un idiot aussi imprudent. Elle lève les yeux, les joues rouges vifs, et lui demande s'il l'écoute au moins. Avec un sourire charmeur, il lui répond d'un ton suave que il n'a pas besoin de s'inquiéter d'être prudent puisqu'il l'a, elle, pour veiller sur lui. Toute déstabilisée, elle détourne brusquement le regard, insistant agressivement sur le fait qu'il ne l'intéresse pas. En remontant dans sa voiture, son esprit s'emballe, elle se demande si cette version confiante et charmeuse de Nian est vraiment le même gars qu'elle connaît. Remarquant que son nouveau style ressemble étrangement à celui du joueur de la flamme du Nirvana, qu'elle vient de rencontrer en jeu. Pendant ce temps, notre héros jure solennellement de conquérir Conviction, le plus vite possible pour pouvoir la protéger définitivement de la folie de Kawasu. Sa détermination romantique est brisée par l'appel bruyant de son meilleur ami Tang Yao. Le gars hurle dans le haut-parleur, exigeant de savoir où notre héros s'est caché ces 2 derniers jours, et lui ordonnant de venir immédiatement. Notre héros sourit, se rappelant comment son meilleur pote l'avait soutenu financièrement, au pire moment de sa vie passée, risquant sa propre peau face à Chaosu. Malheureusement, le gars était aussi un dragueur invétéré qui a fini par chercher des noix aux mauvaises personnes pour une fille, et s'est fait battre à mort dans une ruelle sombre. Notre héros promet à l'univers que son meilleur ami n'est absolument pas destiné à servir d'engrais dans une ruelle. Cette fois-ci, il se retrouve dans la salle de jeu locale, connue sous le nom de PK Arena. Tang Yao lui demande avec enthousiasme s'il a joué à Conviction. Notre héros révèle qu'il est un voleur danseur de l'ombre de niveau 2, tandis que son ami se vante d'être un mage d'arcade de niveau 3. Notre héros explique que la PK Arena permet aux joueurs de se connecter avec leurs personnages, pour des matchs locaux en joueur contre joueur, sans risquer leur progression réelle dans le jeu. Pourtant, les joueurs utilisent constamment l'endroit pour parier illégalement, de l'argent réel et de l'équipement de jeu. Et il se trouve que Tang Yao est un parieur invétéré qui ne gagne presque jamais. Pile au bon moment, un type arrogant nommé Wei Kai s'approche, se moquant agressivement de Tang Yao. D'être venu pour lui donner encore de l'argent facile. Tang Yao réplique sèchement, mais Wei Kai tourne son attention vers notre héros, lui demandant d'un ton menaçant s'il n'avait pas retenu la leçon la dernière fois, se souvenant que notre héros n'était autrefois qu'une mauviette terrifiée. Le complice de Wei Kai est visiblement dérouté par le nouveau courage de notre héros. Tang Yao passe un bras protecteur autour de notre héros, promettant de tenir les brutes à distance, et enfile son casque de réalité virtuelle pour parier 200 $ contre Wei Kai. En regardant l'écran, notre héros analyse le match, un mage d'arcade contre un berserker sur une carte de plaine déserte. Sachant que le berserker possède une attaque de charge dévastatrice et que le mage n'a absolument aucun abri. Notre héros sait que son meilleur ami est mathématiquement condamné. Le complice ricane en regardant notre héros, se moquant de la défaite imminente, et défiant notre héros de faire une partie. Notre héros accepte ça comme si de rien n'était. Mais il insiste, ça ne l'intéresse pas à moins que l'enjeu en vaille vraiment la peine. Fou de rage devant un tel manque de respect, le sbire mise d'un coup une énorme somme de 700 balles. Le match commence, opposant le voleur de niveau 2 de notre gars au rôdeur de niveau 2 du sbire. Sur une carte de forêt de bambou, notre héros active direct sa furtivité, laissant le rôdeur tourner en rond comme un abruti, tout en hurlant devant son écran. Tranquillement perché en haut d'un bambou, notre gars se dit avec suffisance qu'après 10 ans à jouer les voleurs, se cacher est littéralement devenu pour lui une seconde nature. Il se laisse glisser en silence derrière le rôdeur paumé et lui décoche un coup brutal derrière le crâne, lui retirant 40 points de vie d'un coup, alors que le rôdeur panique et demande rageusement d'où il sort. Bordel. Notre héros lui murmure simplement que c'est fini. Il déclenche frappe vitale, infligeant 70 points de dégâts et pulvérisant le rôdeur en exactement 2 coups. À l'extérieur des cabines de jeu, le meilleur pote hurle presque devant le moniteur, suppliant notre gars de s'esquiver dans l'arène virtuelle. Le berserker déchaîne agressivement une entaille de flammes pour forcer notre héros à reculer. Mais c'est justement au corps à corps que notre gars excelle, sachant que sa barre de vie peut encaisser le choc. Il encaisse volontairement l'attaque enflammée, prenant 56 points de dégâts, tout ça pour garder son avantage absolu au corps à corps. Furieux qu'un voleur aussi fragile ignore totalement sa compétence, le berserker déclenche avec arrogance sa charge d'entaille linéaire. Une attaque qui s'accompagne d'un effet d'étourdissement dévastateur. Dehors, la bande de brutes exulte déjà. Ils sont persuadés que si le coup porte, le contrat de vie de notre héros sera officiellement résilié. Mais, alors que le massif berserker charge à bout portant, notre gars esquive l'attaque avec brio. Il sait que sa dague agile a une zone d'impact bien plus précise et rapide qu'une épée géante. Il saisit alors cette ouverture microscopique. Il frappe le premier, plantant sa lame droite dans le point vital du berserker, et liquide instantanément le reste de sa vie juste avant que l'animation de la charge ne se termine. La foule à l'extérieur fixe l'écran dans un silence de mort. Incapable de comprendre comment un voleur de niveau 2 a pu pulvériser aussi facilement un berserker de niveau 5. Wei Kai sort de sa cabine, avec l'air d'un type dont le cerveau vient de planter violemment. Le meilleur pote saute de joie sur notre héros, le félicitant pour cet exploit incroyable. Mettant modestement ça sur le compte de la chance, notre héros accepte, le meilleur pote se tend instantanément, persuadé qu'ils vont refuser de payer l'énorme pari. À la surprise générale, Wei Kai honore sa parole et lui remet le cash, et les invite poliment à passer dans son bar à l'occasion avant de s'en aller. Totalement perplexe, l'un des sbires demande pourquoi leur chef se montre soudainement si poli envers leur souffre-douleur habituel, montrant là un signe d'évolution inattendu. White Kai explique que le gamin est clairement devenu une menace terrifiante et qu'il vaut bien mieux être dans ses petits papiers.
avant qu'ils ne se hissent inévitablement au sommet de la chaîne alimentaire. Pour fêter leur énorme pactole, notre héros offre un dîner luxueux à son meilleur ami, passant toute la soirée à discuter de stratégies de jeu de haut niveau. Plus tard ce soir-là, notre gars file à la salle de sport pour une séance intensive de gainage, appréciant pleinement la pure vitalité physique de sa jeunesse retrouvée. Une fois son endurance réelle bien épuisée, il se reconnecte à conviction pour tenir sa promesse de piller la forêt des druides. Une fois arrivé en ville, il accepte immédiatement une demande d'amis et un colis postal de la part de Pierre Flamboyante, les Paladines. Le gars a déposé avec enthousiasme une pièce d'argent rutilante dans son inventaire, rapportant que le guide pour le sorcier Murloc a fonctionné à merveille et le suppliant de lui donner d'autres infos d'initié. Le paladin lui demande un guide complet pour le repère de l'ogre. Notre héros fait vite le calcul et décide de ne pas vendre de guide de donjon à la chaîne pour le moment, ça le ferait paraître suspectement omniscient. Il décide de laisser l'équipe du paladin se faire rétamer encore quelques fois pour pouvoir les plumer royalement sur le prix plus tard. La première chose sur sa liste est d'aller valider sa quête cachée. Il s'approche du PNJ médecin Blevin et lui remet élégamment 30 fils de soie. Reconnaissant pour cette énorme livraison, le médecin le récompense avec 30 morceaux de soie ordinaire et lui propose officiellement de lui enseigner la compétence de bandage de combat intermédiaire. Notre héros accepte avec joie, notant que cette compétence vitale nécessite 10 pièces d'argent par bandage, mais restaure 20 points de vie par seconde, pendant une canalisation de 10 secondes, ce qui en fait un véritable sauveur de vie. En vérifiant son journal de quête, il réalise que cette remise n'a fait grimper sa progression qu'à 20%, ce qui confirme qu'il s'agit d'une immense suite de quêtes. Le médecin lui demande formellement encore plus de soie, et notre héros accepte poliment de l'aider, bien qu'il mette cette corvée de côté dans sa tête pour aller d'abord récupérer une gemme de chute de plumes spécifique dans la forêt des Dryades. Pile au bon moment, Yao Yao l'appelle en exigeant qu'il se dépêche de rejoindre son groupe. Il se rend au point de téléportation de la ville et tombe sur son meilleur ami, prêt à l'escorter à travers le donjon comme promis. Yao Yao finit par arriver avec son groupe de raid, qui comprend une fille blonde d'une beauté époustouflante. Nommée Yulan, le meilleur ami se met immédiatement à baver, se demandant sérieusement comment notre héros a réussi à s'entourer de beauté d'un tel calibre. Yao Yao lance un regard noir à notre héros, l'avertissant sévèrement de ne pas lui faire honte, car elle a vanté ses talents avec ferveur auprès de Yulan. La beauté blonde jauge silencieusement notre héros, remarquant que son aura calme et posée crie l'expert vétéran à plein nez. S'avançant, notre héros annonce avec assurance qu'il est sûr à 100% de pouvoir les mener vers une victoire éclatante. Cependant, il impose une règle absolue et non négociable. C'est lui le chef du raid d'âme, et tout le monde doit suivre ses instructions à la lettre, sans poser de questions. Instantanément piqué au vif par une telle arrogance, un voleur suffisant du groupe s'esclaffe bruyamment, exigeant de savoir pourquoi il devrait faire confiance à un parfait inconnu qui risquerait de les mener droit à l'élimination totale du groupe. Ce voleur arrogant demande agressivement à la belle blonde pourquoi elle prend le parti d'un étranger. Elle présente formellement ses excuses à notre héros au nom du voleur et promet de s'assurer que tout le monde rejoigne son groupe. Notre héros, en grand pragmatique qui en connaît un rayon sur la trahison, impose ses conditions absolues. Il exige une obéissance totale, invitant quiconque y verrait un inconvénient à prendre la porte, et prévient fermement que quiconque sera pris à saboter la mission subira son courroux. Il crée officiellement le groupe, et toutes les squads, y compris le voleur arrogant et récalcitrant, cliquent sur accepter. La belle blonde établit immédiatement la chaîne de commandement, déclarant que les ordres de notre héros font loi et menaçant de bannir quiconque sèmerait la zizanie. Notre héros s'adresse calmement au groupe, leur rappelant qu'ils partagent tous le même objectif, terminer le donjon de la forêt des druides. Il promet que s'il prend une mauvaise décision entraînant la mort du groupe, il les indemnisera personnellement à hauteur de 10 pièces d'argent. L'ampleur de cette somme laisse le groupe totalement sous le choc. Chuchotant à la jeune fille aux cheveux roses, la belle blonde admet qu'elle commence à croire que son incroyable assurance pourrait bien les mener à la victoire. Interrompant les commérages, notre héros exige une vérification complète des statistiques. Le guerrier protecteur principal annonce une défense solide de 61 et 230 points de vie, correspondant parfaitement au rôle de tank. Un second guerrier nommé Dumpling indique une défense de 50 éteints. Après qu'un mage a énuméré ses statistiques de dégâts, notre héros commence à aboyer ses ordres. Il ordonne au tank principal d'acheter une potion de hâte et à Dumpling d'acheter une potion de force. Le groupe hésite face à cette exigence, se plaignant que ces potions coûtent des dizaines de pièces de cuivre et qu'une victoire ne couvrirait peut-être même pas la dépense. Le voleur arrogant ricane en disant que n'importe qui pourrait terminer le donjon s'il s'enfilait autant de potions hors de prix. Le meilleur ami de notre héros prend immédiatement sa défense, se moquant du voleur qui fait le fier alors qu'il est trop fauché pour s'offrir du ravitaillement de base et proposant sarcastiquement de prêter un peu d'argent à ce radin. La fille aux cheveux roses demande doucement à notre héros s'ils ont vraiment besoin d'un tel investissement, juste pour terminer le donjon en difficulté normale. Notre héros insiste calmement sur le fait que, lui faisant confiance, la belle blonde ordonne à tout le monde d'acheter ses potions. Une fois ravitaillé, le groupe arrive à l'entrée du donjon. Notre héros leur dit d'attendre pendant qu'il active l'instance. En lisant l'histoire gravée sur un rocher mystérieux, il remarque des mises en garde poétiques sur le réveil. Des esprits de la forêt endormis et des elfes noirs qui sèment le chaos dans les bois, quand le système lui propose de choisir la difficulté, allant du mode facile jusqu'au mode maître. Il clique avec assurance sur le mode expert. Le groupe est instantanément téléporté dans la forêt asséchée et,
est immédiatement accueilli par une énorme notification du système confirmant le niveau de difficulté expert. C'est la panique totale. La beauté blonde commence à transpirer à grosses gouttes, son âme, quittant pratiquement son corps pour partir en vacances prolongées. Lorsqu'elle réalise qu'il ne s'agissait pas d'une simple erreur de débutant, le voleur arrogant accuse furieusement notre héros d'avoir fait exprès, de les entraîner vers une mort certaine et de leur faire perdre leurs précieux points d'expérience. Imperturbable, notre héros leur rappelle que puisqu'il les a amenés ici, il sait comment les faire sortir, ajoutant que la sortie est tout à fait libre d'accès, s'ils souhaitent partir. La fille aux cheveux roses s'interpose agressivement, criant sur le voleur arrogant qu'elle est celle qui a invité notre héros et exigeant qu'il arrête de s'en prendre à lui. Le voleur bat immédiatement en retraite, capitulant devant elle verbalement. Mais il bouillonne intérieurement de la voir défendre un étranger. Notre héros explique d'un ton décontracté que la difficulté expert n'est vraiment pas si terrible que ça. Il note nonchalamment que les monstres ont juste 30% de points de vie en plus. Les statistiques requises sont légèrement plus élevées et le boss, le roi des séchés, possède quelques mécaniques supplémentaires à surveiller. La beauté blonde en vient à douter sérieusement de la réalité, sachant que dans la plupart des donjons, un seul point de défense manquant ou 1% de dégâts supplémentaires suffit à provoquer l'anéantissement total du groupe. La fille aux cheveux roses lui demande nerveusement s'il est vraiment sûr de lui. Il lui dit simplement de se détendre. Le voleur arrogant croise les bras, méditant amèrement, impatient de voir le grand commandement de notre héros s'écraser lamentablement. Soudain, des lianes agressives jaillissent du décor. Notre héros avertit instantanément le groupe qu'ils sont entrés dans la zone, de portée d'attaque des dryades et ordonne à tout le monde de s'écarter immédiatement de chaque côté. Tout le groupe esquive parfaitement l'embuscade, sauf le voleur arrogant, qui a complètement ignoré l'ordre. La flore agressive s'enroule instantanément autour de lui, le laissant suspendu dans les airs, et hurlant à notre héros de le sauver. Le voleur arrogant pend aux lianes comme une triste piñata, hurlant frénétiquement pour sa vie. Notre héros passe instantanément en mode commandant. Il aboie des ordres en rafale pour que les tanks attaquent le flanc droit, que les paladins forment un mur défensif et que les mages déchaînent toute leur puissance de feu. L'escouade exécute les ordres à la perfection, déchiquetant la végétation furieuse et faisant retomber le voleur arrogant sain et sauf au sol. Au lieu d'un simple merci, le voleur pique une énorme colère. Il accuse furieusement notre gars d'avoir repéré l'embuscade bien avant les autres, et d'avoir caché l'alerte juste pour le faire passer pour un incapable. Il soutient que personne ne pourrait donner des ordres tactiques avec un tel calme, à moins que tout cela ne soit prémédité. Notre héros met fin net à ses pleurnicheries. Il souligne que tout le groupe est tombé dans l'embuscade au même moment. Même les guerriers au bouclier, massifs et lourdement armés, ont réussi à esquiver l'attaque, ce qui rend pathétique le fait qu'un voleur, censé miser sur l'agilité, se soit fait choper. Le meilleur ami s'empresse d'en rajouter une couche en déclarant haut et fort que les compétences du gars sont nulles à chier, suggérant même que le premier débutant venu ferait un bien meilleur boulot. La beauté blonde finit par intervenir fermement, ordonnant au voleur arrogant d'arrêter de se ridiculiser. Se sentant totalement trahi, le voleur pleurniche que même son propre capitaine prend le parti d'un étranger. Décidant qu'il a assez entendu de gémissements pour aujourd'hui, notre héros annonce « Il y a plein de pièges d'elfes noirs plus loin ». Puisque le voleur actuel a clairement séché le tutoriel, notre gars se propose pour prendre la tête et donner une petite démonstration gratuite. S'élançant en avant, notre héros danse sans le moindre faux pas à travers la zone de danger, désamorçant et esquivant les pièges avec une rapidité agile qui laisse le reste du groupe dans un état de choc total. La beauté blonde est particulièrement hypnotisée par son efficacité de dingue. Refusant de se faire voler la vedette, le voleur prétentieux ricane en se vantant que désamorcer des pièges est un jeu d'enfant. Il s'avance immédiatement d'un pas assuré, marche pile sur un déclencheur caché et manque de résilier son propre abonnement à la vie. Notre gars intervient en un éclair à la toute dernière microseconde pour désactiver le piège, sauvant le type d'une transformation en confetti numérique. En secouant la tête, notre héros admet qu'il n'a jamais vu un voleur jouer aussi mal. Humilié au-delà du possible, le voleur arrogant accuse furieusement notre gars de lui avoir tendu un piège intentionnellement, soutenant que puisque notre héros est passé exactement par là, l'endroit aurait dû être parfaitement sûr. Le meilleur ami pète un câble devant un tel culot, traitant le gars de sale gosse ingrat qui serait déjà mort à l'heure qu'il est, si notre héros n'était pas intervenu. Notre gars explique calmement que le simple fait de passer devant un piège ne le désamorce pas par magie pour celui qui suit aveuglément derrière. Il conclut en déclarant officiellement le type totalement inapte à jouer la classe de danseur de l'ombre. Cela brise complètement l'ego fragile du voleur prétentieux. Il dégaine violemment sa dague, jure à plein poumon, et provoque agressivement notre gars en duel. Sans même transpirer, notre héros attrape sans effort la lame qui fonçait sur lui. Entre ses doigts nus, il suggère nonchalamment au gars d'aller chercher une petite armée de renforts, parce que se battre en un contre lui soignerait radicalement ses insomnies. La beauté blonde réprimande violemment son coéquipier, lui rappelant que marcher sur un piège est entièrement sa propre faute et exige qu'il arrête sa crise de nerfs contre celui qui fait tout le boulot pour eux. La fille aux cheveux roses renchit. Le voleur se plaint que ses propres coéquipiers le harcèlent, juste pour protéger un parfait inconnu. Tout le reste du groupe lui dit à l'unanimité de la fermer, les autres membres confirmant bruyamment. Notre héros n'a absolument rien fait de mal, et réalisant qu'il n'a plus aucun soutien, ce voleur arrogant lâche un rire amer, déclarant avec sarcasme qu'il a hâte de voir comment ce soi-disant expert va s'y prendre pour les porter, et il quitte brusquement le groupe, disparaissant instantanément du donjon. La fille aux cheveux roses a l'air super gênée et s'excuse sincèrement auprès de notre héros pour l'avoir entraîné dans cette galère toxique. Notre gars balaie ça d'un revers de main, soulignant que se débarrasser d'un poids mort
rend en fait la partie beaucoup plus facile. En son fort intérieur, il se jure de créer sa propre guilde à l'avenir pour éviter de materner des inconnus imbus d'eux-mêmes. La beauté blonde recadre vite le groupe, suggérant qu'il parle de tout ce drame plus tard, et qu'il finisse enfin ce raid. Une demi-heure plus tard, le groupe tombe sur un obstacle massif et infranchissable. Après avoir fait de la reconnaissance en mode furtif, notre héros revient avec de mauvaises nouvelles. Le chemin est totalement bloqué par exactement 10 à 8 dryades furieuses. Le visage de la blonde devient livide alors qu'elle panique, déclarant qu'il est mathématiquement impossible pour eux de survivre à autant de feuillage agressif. Aussitôt, notre héros acquiesce calmement, confirmant qu'il n'est pas assez suicidaire pour ordonner un assaut frontal. Quand elle lui demande nerveusement quel est le vrai plan, notre gars dégaine lentement sa fidèle petite arbalète. Avec un sourire malicieux, il se prépare intérieurement à montrer au groupe ce que c'est, qu'un pull de monstre de niveau divin, cible par cible. Petite pause. Si l'histoire vous plaît jusqu'ici, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Ça aide vraiment à nous motiver pour sortir la suite. C'est fait? Super! Revenons à nos moutons. Notre héros sort sa fidèle petite arbalète et tire 3 carreaux consécutifs droit dans les seins massifs des 10 à 8 dryades. Les membres de l'équipe ont failli voir leur âme quitter leur corps, pour partir en vacances définitives. Son meilleur ami panique direct, hurlant que si ces flèches énervent toute la meute, leur abonnement à la vie sera officiellement résilié. Ignorant les crises cardiaques virtuelles qui se passent derrière lui, notre héros aboie ses ordres, ordonnant au tank principal de se placer à des coordonnées précises et de se préparer au choc. Les carreaux atteignent leur cible sans aucune erreur. La mâchoire de la belle blonde tombe par terre en réalisant ce qu'il vient de se passer. Elle est en mode fan total devant ses mécaniques de jeu légendaires, impressionnée qu'il ait utilisé une arbalète de poing à triple tir pour attirer des cibles une par une, depuis 3 angles totalement différents, sans provoquer le reste du groupe compact. Elle se dit que même les meilleurs voleurs d'élite du serveur galéraient sévère pour réussir un coup pareil, calculant instantanément que leur taux de survie global vient de grimper en flèche de 30%. La fille aux cheveux roses le dévisage émerveillée, comprenant enfin à quel point leur nouveau chef est incroyablement fort. Notre héros rappelle immédiatement l'équipe à l'ordre. Il ordonne au tank principal de bloquer une dryade, lui rappelant fermement de tenir sa position et d'encaisser les coups, pendant que le reste de l'escouade concentre toute sa puissance de feu sur les autres. Cible isolée. Son meilleur ami remarque avec enthousiasme que cette stratégie de folie fonctionne à la perfection. La beauté blonde annonce fièrement que son côté est totalement dégagé, et précipite son groupe pour prêter main forte au tank principal. Il pulvérise littéralement les dryades restantes. Le système les récompense instantanément avec une paire de gants de mage, de rang bronze. Toute l'équipe est en plein délire, choquée de voir que de simples monstres lâchent de l'équipement premium dans cette difficulté. La fille aux cheveux roses l'interroge presque pour savoir comment il a réussi cette manœuvre. Insensé, mais notre héros se contente d'un sourire narquois et lui rappelle qu'il avait promis un carry de luxe. Pendant les 20 minutes suivantes, notre héros répète méticuleusement la même stratégie de pooling parfaite jusqu'à ce que toute la zone soit nettoyée. En contemplant la montagne massive de butin premium, l'escouade épuisée réalise que le mode expert est en fait un véritable distributeur automatique de billets. Reprenant son souffle, notre héros mentionne nonchalamment que ce premier butin n'est rien, comparé aux véritables récompenses cachées plus profondément dans le donjon. Après un court repos, l'escouade remballe ses affaires et se remet en route. La beauté blonde semble confuse et souligne qu'il se dirige vers l'ouest, vers une impasse connue, au lieu de prendre la route habituelle vers l'est. Notre héros lui dit calmement de le suivre aveuglément et promet qu'elle ne le regrettera absolument pas. Soudain, le son ténu d'une flûte résonne à travers les arbres. Affichant un sourire malicieux, notre héros annonce fièrement qu'il a trouvé leur cible, le bergère druide caché. Notre héros se remémore l'histoire tragique du donjon. Les druides et les humains vivaient en parfaite harmonie jusqu'à ce qu'un elfe noir sème le chaos, corrompe la forêt et transforme la flore locale en bois meurtrier. Le conseil local a alors engagé des aventuriers pour venir déraciner le roi druide enragé. En s'approchant du PNJ du vieux bergère sans nom, le vieil homme avertit immédiatement le groupe de partir, affirmant d'un ton sinistre que les druides acquièrent une puissance meurtrière terrifiante une fois la nuit tombée. Passant en mode charisme maximum, notre héros s'adresse respectueusement au PNJ par son nom complet, son titre caché, déclarant qu'ils sont venus pour traduire les dryades corrompues. Devant la justice, le vieil homme l'interrompt furieusement, hurlant que ces misérables elfesses noirs venus des profondeurs sont ceux qui méritent vraiment un châtiment divin absolu. Il se plaint de façon théâtrale, que ces ombres du passé ont volé sa flûte précieuse et qu'elle se cache actuellement dans les ténèbres, en riant comme de parfaits désaxés. La beauté blonde regarde la scène comme s'il s'agissait d'une mise à jour Windows, exigeant de savoir qui est exactement cet expert mystérieux. La fille aux cheveux roses se contente de hausser les épaules en pleine confusion. Même le cerveau du meilleur ami est en train de court-circuiter, réalisant qu'il n'aurait jamais pu vaincre le roi desséché de niveau expert, sans avoir activé précisément cette quête secrète. Poursuivant son mensonge avec aplomb, notre héros dit au vieil homme qu'ils ont en fait repéré les elfes sournois dès qu'ils sont entrés dans la forêt. Ravi d'avoir enfin une aide compétente, le PNJ leur remet 3 sacs de poussière de révélation, spécialisés, des objets puissants, capables de démasquer n'importe quelle créature cachée. Dans un rayon de 30 yards pendant 20 secondes, le vieil homme les supplie presque de traquer les voleurs, de récupérer sa flûte et de profiter de l'élan pour écraser le roi druide.
Ayant sécurisé les objets de quête cruciaux, notre gars ordonne avec assurance à l'escouade de le suivre, alors qu'il se laisse glisser d'un rocher en utilisant une liane robuste. Juste derrière lui, la beauté blonde demande nerveusement s'il sait vraiment comment trouver les elfes cachés. Notre héros lui promet nonchalamment qu'ils sont sur le point de piéger les elfes noirs, comme des tortues sans défense dans un bocal. La fille aux cheveux roses regarde autour d'elle dans la forêt déserte et demande comment il connaît leur position exacte. Avec un petit sourire en coin, notre gars explique que les ennemis ont crié leur position sur tous les toits depuis le tout début. Tandis qu'elle regarde frénétiquement autour d'elle, totalement perdue, notre héros annonce calmement qu'ils sont déjà arrivés, juste au moment où les elfes noirs surgissent de l'ombre en silence, juste derrière l'escouade qui ne se doutait de rien. Notre gars annonce immédiatement que les deux elfes noirs cachés sont, en gros, des champions de course démoniaques, avertissant le groupe que s'ils ne les pulvérisent pas instantanément, ils seront impossibles à rattraper. En lançant la poussière de révélation en l'air, les elfes sournois sont immédiatement démasqués. Pris de panique, les ennemis tentent de s'enfuir, mais le reste du groupe bloque leurs issues de secours sans la moindre faille. Le meilleur ami entre en scène avec enthousiasme, grillant l'un des elfes avec un sort de feu lancé au moment parfait. La beauté blonde ordonne à son escouade de rejoindre la mêlée, tandis que notre héros rappelle fermement à tout le monde de sécuriser la flûte du berger séché coûte que coûte. L'un des elfes, désespéré, tente de frapper notre gars, mais celui-ci esquive l'attaque sans effort, et réplique avec un coup critique brutal, envoyant instantanément l'elfe sur l'écran de réapparition. Il pille alors les cadavres numériques. Notre héros parvient enfin à mettre la main sur la précieuse flûte. Il note mentalement les statistiques hallucinantes de cet objet de quête. Utilisable dès le niveau 0, elle réduit à néant les capacités de toutes les dryades. Elle octroie également un bonus massif de 300 points de vie, bien qu'elle soit strictement réservée à ce donjon spécifique. Tandis qu'il examine l'instrument, la belle blonde découvre une lettre mystérieuse sur le cadavre. En fixant ce charabia, elle en déduit que c'est écrit en langue elfique, et avoue ne pas pouvoir en lire un traître mot. Notre héros, lui, traduit le texte sans effort. Il explique qu'il s'agit d'un elfe noir chargé de récolter des informations pour une tribu Drow, en vue d'une contre-attaque imminente sur la forêt de Hilton. Les instructions sont claires, il faut porter cet avertissement au seigneur de guerre Barnes. Il annonce avec désinvolture que c'est une quête secondaire très lucrative qu'ils pourront valider. Une fois de retour en ville, de quoi plonger toute l'escouade dans une véritable frénésie face à ce butin bonus inattendu. Notre héros, lui, ignore totalement les célébrations et lance la flûte surpuissante directement au tank principal. En empoignant l'instrument, le tank en vibre d'excitation, déclarant fièrement que ce bonus de vie massif le rendra totalement invincible face au prochain boss. Alors que l'équipe avance avec assurance, son meilleur ami l'observe avec une admiration pure. Il se fait la réflexion que son pote a réussi l'exploit de transformer en un rien de temps un groupe toxique et hostile en une machine de guerre loyale et bien huilée, continuant leur massacre botanique. L'escouade ne fait qu'une bouchée des dryades restantes. Le butin révèle un bouclier de bronze de qualité supérieure qui augmente la défense de 10%. Les yeux de la belle blonde se transforment littéralement en symbole de dollar alors qu'elle avoue qu'elle n'a jamais déniché un bouclier avec des statistiques aussi folles. Elle sait que cet équipement à lui seul pourrait porter son équipe à travers des donjons de bien plus haut niveau, même sans l'aide de notre héros. Elle lui demande nerveusement si elle peut le lui racheter. Mais il les conduit d'un revers de main, expliquant qu'il n'est là que pour l'équipement de voleur, et une gemme de chute de plume bien précise sur le boss final. Généreux, il lui dit de simplement prendre ce dont son équipe a besoin en priorité, puisqu'il comptait de toute façon le revendre. La fille aux cheveux roses le remercie chaleureusement, se sentant terriblement coupable d'avoir pratiquement dépouillé leur guide. Mais avant que l'ambiance ne devienne trop émotive autour du partage du butin, un énorme vacarme secoue violemment la forêt. Notre héros passe instantanément en mode commandant. Il ordonne à tout le monde de rester sur ses gardes et de se mettre en formation. Le roi Dryade, de niveau 4, surgit violemment dans la clairière. Il hurle de rage contre ces humains qui osent piétiner son domaine, avant de lancer une attaque dévastatrice. Notre héros esquive les coups mortels avec une aisance presque insultante, telle une danse parfaite. La belle blonde le fixe, totalement incrédule. Elle ne comprend absolument pas comment un frêle voleur de niveau 2 peut se jouer ainsi d'un boss de niveau 4. Sans perdre une seconde, notre héros hurle ses ordres pour la formation de combat. Il ordonne au tank principal de bloquer le boss au corps à corps, et exige que tous les mages restent à exactement 30 yards de distance. Alors que le tank encaisse le premier coup, il note avec nervosité que la défense du boss est absolument démentielle. Pas du tout déstabilisé, notre héros ordonne immédiatement aux mages d'ouvrir le feu, coordonnant parfaitement toute l'escouade alors qu'il lance leur assaut synchronisé sur le monstre arbre massif, commençant les hostilités par une énorme explosion. Le tank joue les bonnes notes et les statistiques du boss s'effondrent instantanément de 50%. Changeant de cible, notre héros ordonne aux mages de ne spammer que des sorts de feu et d'abandonner totalement la magie de glace à cause de la forte résistance naturelle du monstre arbre. Son meilleur ami saute pratiquement de joie, faisant pleuvoir avec bonheur ses boules de feu spéciales. Quand le boss furieux utilise un sort de piège pour immobiliser le tank au sol, notre gars appelle immédiatement la prêtresse de l'escouade. Suivant ses instructions tactiques à la lettre, elle dissipe proprement le piège absolument. Ravis de faire partie d'une machine aussi bien huilée, coordonnant leurs attaques sans la moindre faille. L'équipe fait fondre violemment la vie du boss jusqu'à n'en laisser qu'un quart. Refusant de finir en bois de chauffage numérique, le roi Dryade pique une colère noire et entre dans un mode berserk terrifiant. Une onde de choc violente repousse toute l'escouade, laissant la beauté blonde en plein choc.
car elle ne s'attendait pas du tout à ce que le boss enrage ainsi. Notre héros hurle au tank principal de se mettre instantanément en posture défensive. Se préparant à l'impact, le tank encaisse un coup ahurissant de 220 points de dégâts. Sa barre de vie s'évapore presque totalement et il panique. Il a l'impression d'essayer d'arrêter un train de marchandises lancé à toute allure, juste au moment où son âme s'apprête à quitter son corps pour des vacances définitives. Une vague de soins cruciaux de la prêtresse le remet d'aplomb, parvenant de justesse à repousser le monstre massif. Le tank utilise la potion de soins instantanée que notre héros l'avait forcé à acheter avec insistance. Plus tôt dans la ville, il a alors une véritable révélation, réalisant que notre gars avait anticipé cette micro-interaction de vie ou de mort, calculée avec précision depuis le tout début. Alors que l'équipe lutte contre la pression, notre héros appelle au burst final, criant que le boss rend pratiquement son dernier souffle numérique. La beauté blonde s'élance en avant, déchaînant une entaille de lumière sainte aveuglante. Saisissant l'ouverture parfaite, notre gars s'élance dans les airs, plantant sa dague directement dans le visage du roi Dryad. Le coup critique final porte et l'arbre massif s'écroule violemment au sol. Toute l'équipe reste là, le souffle coupé par le choc, la fille aux cheveux roses est pratiquement tremblante d'excitation, totalement stupéfaite. Que leur équipe de fortune ait réellement conquis la redoutable difficulté expert. Le prêtre chante haut et fort les louanges de notre héros, bluffé par ses directives de niveau divin. Il admet carrément qu'ils serviraient tous d'engrais sans lui. Même le tank principal est sur un petit nuage, totalement transporté par l'exploit d'avoir survécu à un boss de niveau expert. Une lumière dorée illumine la clairière alors que toutes les squads montent en niveau dans la joie. En fouillant dans l'énorme pile de butin légendaire, notre héros met enfin la main sur son prix ultime. La gemme de chute de plume. Il se dit avec un sourire en coin que tout ce babysitting stressant n'avait qu'un but, mettre le grappin sur ce trésor bien précis. En examinant l'accessoire de rang or sombre, il jette un œil à ses stats de malade, qui offrent une défense massive de 16 et un bonus de force de 7, mais la vraie valeur réside dans son effet actif spécial. Une fois activé, le corps de l'utilisateur ne pèse plus rien du tout, permettant une descente douce en mode ralenti, peu importe la hauteur. Pendant 3 minutes entières, à l'extérieur des capsules de jeu, la foule fixe l'écran des spectateurs, ressemblant à une mise à jour Windows collective. Bloqué à 99%, il n'arrive tout simplement pas à percuter que le match est déjà fini. Le rôdeur vaincu reste figé sur sa chaise, remettant sérieusement en question la réalité, se demandant comment quelques gestes simples ont pu mener à son effacement numérique instantané. Il ne comprend absolument pas quand est-ce que ce timide maladif de Nan a enfin montré qu'il en avait dans le ventre. Pendant ce temps, notre gars sort de sa capsule, se disant que massacrer un débutant de niveau 2. Ça ressemble presque à du cyberharcèlement à ce stade. Il se tourne vers son meilleur ami et lui demande tranquillement comment se sont passés ses matchs. Son pote pousse un profond soupir de détresse. Avouant qu'il a perdu 2 manches et qu'il est au fond du trou financièrement, il se plaint avec hargne que le chef des brutes du coin, Wei Kai, a appris l'aura anti-magie de la classe Berserker, ce qui a totalement neutralisé son mage arcanique. Notre héros le recadre direct en lui expliquant que l'aura en question ne réduit qu'une infime partie des dégâts magiques. Le vrai secret pour démolir un Berserker, c'est juste de bien caler le timing de tes lancers de sorts. L'ami avoue, gêné, que son timing était une véritable catastrophe, permettant à Wei Kai de réduire la distance et de lui refaire proprement le portrait. Fixant notre héros avec une confusion totale, son pote lui demande d'où il sort. Toutes ses connaissances de jeu de haut niveau. En guise de réponse, notre gars lui sort simplement l'énorme liasse de billets qu'il vient de gagner. Leur célébration est brutalement interrompue par le type que notre héros vient d'humilier, furieux d'avoir perdu son fric. Ce dernier lance un vrai coup de poing physique en plein visage de notre héros. Sans même sourciller, notre gars attrape le poing en plein vol et balance nonchalamment le type au sol comme un insecte un peu trop collant. Intérieurement, il remercie l'entraînement physique intense de sa vie passée, qu'il avait suivi pour gérer les sbires de Chaosu dans le monde réel. La mâchoire de Tengyao manque de toucher le sol alors qu'il essaie de comprendre quand est-ce que son meilleur pote s'est transformé en un véritable maître des arts martiaux. Le reste de la bande de brutes reste totalement pétrifié, se rendant compte instantanément que le lâche du coin a officiellement jeté l'éponge. En voyant son larbin en train d'embrasser le carrelage, Wei Kai s'avance et ordonne à ses sbires de se retirer. Il remarque que notre héros vient de ridiculiser son subalterne, mais celui-ci l'ignore avec un calme olympien. Balançant avec un petit sourire que le gars était bien trop faible pour lui servir d'échauffement, Wei Kai lui tend la main et invite formellement notre héros à faire une manche. Notre gars ignore complètement la main tendue et lâche de sang-froid. Qu'il ne jouera que si les enjeux sont énormes. Il exige 1000 $ par manche, levant 3 doigts pour fixer la mise totale à 3000 $. Tengyao panique complètement, rappelant frénétiquement à notre héros que Wei, refusant de croire qu'un niveau 2 puisse accomplir un miracle. Tengyao lui demande dans un murmure agressif s'il a au moins cette somme sur lui. Notre héros avoue joyeusement qu'il est complètement fauché et qu'il compte sur son meilleur ami pour avancer l'argent. N'ayant plus aucune autre option, Tengyao accepte à contre-cœur de risquer son portefeuille pour soutenir son pote. Les deux se reconnectent dans les capsules et chargent la carte de l'arène. À l'extérieur, Tengyao fait les 100 pas, nerveux, soulignant qu'une carte en pleine plaine est un véritable piège mortel pour un spécialiste de la discrétion, comme ce voleur au sein de l'arène numérique. Wei Kai feint l'esprit sportif et propose de changer de carte. Si notre héros trouve cela trop injuste, notre gars ignore royalement cette offre de pitié. Déclarant que ces plaines herbeuses feront l'affaire, il active instantanément sa compétence de camouflage et disparaît totalement du champ de vision de Wei Kai. Wei Kai tourne sur lui-même, confus, ayant complètement perdu sa cible. Notre héros analyse l'environnement d'un œil expert, sachant que le bruissement
des hautes herbes trahira facilement ses mouvements. Pour contrer cela, il décide patiemment d'utiliser le vent naturel comme camouflage. Wei Kai frappe sauvagement dans le vide, totalement déconcerté. Normalement, les hautes herbes permettent de repérer un voleur en un clin d'œil, mais ce gamin utilise le terrain contre lui, à la perfection. Tentant de rationaliser